des rappels sur la récursivité, le fameux théorème dont vous avez peur. C'est le master théorème qui est programmé normalement avec les masters. Mais معليش, avoir des choses en plus, c'est pas... C'est bien. D'accord? Donc, je pense que d'habitude, vous êtes une quarantaine, une cinquantaine. Je pense que je dois commencer. D'accord? Alors, tout d'abord, on va commencer par les petites définitions. Les définitions, donc c'est quoi un objet récursif? Avant de parler d'une fonction récursive, d'un programme récursif. Donc, un objet est dit récursif s'il est utilisé lui-même dans sa définition. C'est-à-dire, là, donc la récursivité, c'est une technique particulière puissante pour les définitions mathématiques, comme vous le savez tous, la définition d'une suite récurrente, le factoriel, etc. D'accord? Donc, elle est définie beaucoup plus par rapport aux notions mathématiques, d'accord? Comme les suites, la fonction factorielle, etc. D'accord? Donc, quel cas on dit qu'un programme est récursif s'il contient au moins une fonction récursive. D'accord? Donc, un programme est récursif s'il contient au moins une fonction récursive. Une fonction, maintenant, on va définir c'est quoi une fonction récursive. Donc, on dit qu'une fonction est récursive si son exécution provoque un ou plusieurs appels à elle-même. D'accord? Je pense qu'il y a encore des étudiants qui arrivent. Pardon? Il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. Donc, une fonction est dite récursive si son exécution provoque un ou plusieurs appels à elle-même. Une fonction récursive n'est écrite que pour un problème récursif. Il ne faut pas penser directement à une solution récursive, hein, parce que ça vraiment, ça consomme, d'accord, en espace, en temps d'exécution, etc. Donc, il vaut mieux penser à une solution itérative, donc, sauf si le problème posé est récursif. Dans ce cas, bien sûr, on n'a pas le choix, on doit opter pour une solution récursive. Donc, là aussi, la récursivité peut être directe ou indirecte. Ça veut dire quoi, une récursivité directe? C'est-à-dire l'appel au niveau de la fonction se fait à l'intérieur de la fonction elle-même. Indirecte, la fonction elle-même peut appeler une autre fonction et l'autre fonction peut rappeler la fonction qu'elle a déjà appelée. D'accord? Donc, on dit que c'est une récursivité indirecte. Après, là aussi, pour que la récursivité soit finie, il faut prévoir parmi les paramètres d'appel une ou plusieurs variables appelées les variables de commande ou de contrôle, dont la valeur permet d'arrêter l'auto-imbrication à un niveau i donné. Par exemple, le factoriel. Enfin, on va arriver à cet exemple. Donc, d'où la nécessité d'une condition d'arrêt dans toute fonction récursive, sinon on aura une exécution infinie de la fonction récursive. Donc, dans les variables de contrôle, les variables de commande, c'est-à-dire les paramètres de la fonction, il faut prévoir un arrêt de l'auto-imbrication. Ça veut dire quoi l'auto-imbrication? Ça veut dire les appels à la fonction, d'accord, à un certain niveau donné. Donc, c'est quoi une auto-imbrication? Alors, ça désigne le fait qu'une fonction peut s'appeler avant que sa première exécution ne soit terminée. Et la deuxième exécution peut appeler la même fonction avant qu'elle se termine et ainsi de suite. Donc, ceci donnera lieu à différents niveaux d'appel. On les appelle appels imbriqués. Donc, quand il y a un appel récursif, donc bien sûr, avant la fin de la fonction, il y a un autre appel. D'accord? Et donc, il y a ce qu'on appelle la sauvegarde, etc. du contexte. Là, par exemple, c'est une fonction fait appel à elle-même, donc c'est une fonction récursive. Donc, avant la fin de l'exécution de f, je fais encore appel à f, à un niveau 2. Après, au niveau 2, je fais appel à la fonction f, jusqu'à un niveau i où la condition, où j'ai une condition d'arrêt, c'est-à-dire l'arrêt de l'auto-imbrication ou bien l'arrêt des appels récursifs. Maintenant, il y a des étapes à suivre pour construire un algorithme récursif. Premier,
Un algorithme récursif, c'est-à-dire il contient une ou plusieurs fonctions récursives. D'accord? Donc, dans la fonction récursive, la première étape, c'est le paramétrage de la fonction, c'est-à-dire déterminer les variables de commande ou la variable de commande. Deuxième étape, déterminer les cas triviaux. Ça veut dire quoi un cas trivial? Ça veut dire les cas qui permettent l'arrêt des appels. Pas d'appel récursif. Après, la décomposition du problème en sous-problèmes de même nature que le problème initial, mais de taille plus petite afin d'aboutir à un certain niveau qui est l'un des cas triviaux ou bien le cas de base qui veut dire l'arrêt des appels récursifs. Ce qui veut dire arrêt de l'auto-imbrication. On va voir un petit exemple. Donc, on se base toujours sur cet exemple pour initier la récursivité. Donc, on se base toujours sur le fameux exemple qui est le calcul du factoriel. Alors, donc, ce problème peut être résolu de manière itérative, bien sûr, avec un algorithme itératif, mais on peut aussi lui associer une solution récursive, car le problème du factoriel, il est récursif, c'est-à-dire décomposable en sous-problèmes de même nature. Donc, la première condition, si n égale 0, ça veut dire que fact égale à 1. J'arrive à la fin, et donc ceci correspond au cas trivial, où il n'y a pas d'appel récursif à la fonction. Sinon, le factoriel de n égale à n fois le factoriel de n-1. Donc, c'est là où il y a la décomposition. À partir de n, je l'ai décomposé. Je suis arrivée au niveau n-1. Donc, j'ai déjà récupéré la valeur n fois, je calcule le fact de n-1. Donc, je réduis n. Attendez, je vais accepter encore. D'accord? Donc, n, on appelle n. Dans ce cas, n, c'est la variable de commande ou bien la variable de contrôle. D'accord? Donc, si n est égal à 0, ça veut dire que c'est le cas trivial, arrêt de l'auto-imbrication ou bien arrêt de la récursivité. Sinon, je fais appel à la même fonction avec un paramètre réduit. D'accord? Donc, on va écrire maintenant la fonction fact. Alors, début, donc elle prend en entrée un entier et elle retourne un entier comme résultat. Si n égale 0, alors retournez 1. C'est le cas trivial. Sinon, retournez n fois fact n-1. Donc, ça, c'est un appel à la fonction fact avec le paramètre n-1. Après, on va essayer de dérouler pour n égale 4. Alors, le premier appel dans main ou dans l'algorithme principal, on va faire appel à fact de 4, puisque n égale à 4. Après, fact de 4, qu'est-ce qu'elle va faire? N n'est pas égal à 0, donc je vais rentrer dans le sinon. Alors, qu'est-ce qu'elle va me retourner? N fois fact de n-1. Donc, 4 fois fact 3. Après, fact 3, qu'est-ce qu'elle va faire? La même chose. Elle va retourner 3 fois fact de 2. Ensuite, fact 2, qui est le niveau 3, va retourner 2 fois fact 1. Le niveau 4, fact de 1, va retourner 1 fois fact de 0. Après, au niveau 5, regardez bien, fact de 0, n égale 0. Donc, qu'est-ce qu'elle va retourner fact de 0? Elle va retourner 1. Donc, fact de 0 va retourner 1. Après ce 1, je le multiplie par le 1, retourné par fact de 1. Donc, 1 fois 1, j'aurai 1. Après, j'arrive au niveau 3, où je calcule 2 fois 1, le retour de fact de 1, qui est égal à 1. Après, au niveau 3, donc je calcule 3 fois 2, j'aurai 6. Et au niveau 4, je calcule 4 fois 6, qui est 24. Donc, si vous remarquez bien, l'ordre des appels, c'est l'ordre des appels, je dis bien des appels de la fonction récursive. Donc, suffit de niveau 1, ensuite niveau 2, niveau 3, niveau 4, jusqu'à niveau 5. Après, par rapport à l'ordre des retours, regardez bien, si le cinquième niveau, une fois que j'arrive à fact de 0, que je retourne la valeur
de la fonction. D'accord? Donc, l'ordre des retours, c'est à partir de niveau 5, ensuite niveau 4, niveau 3, niveau 2, niveau 1. Donc, les retours se font toujours dans l'ordre inverse des appels. D'accord? Maintenant, le fonctionnement de la récursivité. Alors, lorsqu'un programme fait appel à une fonction, le système sauvegarde l'adresse de retour, adresse de l'instruction qui suit l'appel, ainsi que les valeurs des paramètres et des variables locales. D'accord? C'est-à-dire locales à l'appel. Donc, s'il y a plusieurs appels imbriqués, plusieurs contextes seront sauvegardés, un contexte avant chaque appel, et seront récupérés au moment des retours pour continuer les instructions restantes dans les fonctions ou bien les procédures. Donc, c'est quoi un contexte? Un contexte, ce sont les variables locales plus les paramètres d'appel plus l'adresse de retour dans le programme appelant. Donc, on sauvegarde toujours l'adresse de retour dans le programme appelant. Après, donc la meilleure solution pour la sauvegarde et la restauration des différents contextes serait d'utiliser une pile pour sauvegarder les différents contextes des différentes fonctions avant chaque appel. Et de même, donc la pile, c'est la plus adaptée puisque les retours se font dans l'ordre inverse des appels. C'est l'ordre LIFO. D'accord? Donc, les retours se font dans le sens inverse des appels. Donc, le dernier contexte empilé sera le premier dépilé. C'est l'ordre LIFO, d'où la sauvegarde des appels de la fonction récursive dans une pile. D'accord? Parce que c'est la structure de données la plus adaptée au fonctionnement de la récursivité. Maintenant, je vais parler d'un point essentiel, c'est la récursivité et la complexité. Donc, la complexité des actions récursives, elle est proportionnelle au nombre d'appels. Donc, si les instructions de l'action elles-mêmes sont en ordre de k avec n appels, alors la complexité est de l'ordre de n avec un k, bien sûr, très petit par rapport à n. Sinon, pour des actions simples, il est facile de connaître le nombre d'appels. Par contre, pour des actions compliquées avec une récursivité multiple ou imbriquée, donc le calcul devient très compliqué. Dans ce cas, donc, on fait appel aux méthodes de résolution des équations de récurrence, qui est parfois simple du premier degré et parfois plus complexe du deuxième degré ou bien en plus. D'accord? Donc, il faut se baser sur la fonction de récurrence pour déterminer la complexité. Parfois, c'est facile de l'avoir et parfois, c'est difficile. Exemple, fonction fact. Je vais juste... Ah, c'est quelqu'un qui s'est déconnecté finalement. Quelqu'un qui demande d'être accepté. Voilà, c'est bon. Exemple, fonction fact. Avec t de n, le temps d'exécution nécessaire pour un appel à fact de n. Alors, on va réécrire la fonction fact. Alors, par rapport, regardez bien, par rapport à la condition, si n égale 0, alors retournez 1. Donc, elle se fait en ordre de 1. Sinon, je retourne n fois fact de n moins 1. Et là, fact de n-1 va s'exécuter en ordre de t de n-1. Si on suppose que t de n est le temps d'exécution nécessaire pour un appel à fact de n. Maintenant, t de n dépend de t de n-1. Alors, t de n égale a si n égale 1. Sinon, égale à b plus t n-1. B, c'est une constante quelconque, d'accord? A, c'est une constante aussi. Donc, là, à partir de là, on peut avoir la solution générale pour cette équation, d'accord? Donc, comment faire? Alors, t de n égale b plus t fois n moins 1, alors, qui est égal à, si je fais appel encore à t de n moins 2, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai b pour t de n alors, t de n moins 1 dépend de t de n moins 2. Et dans ce cas, le temps de calcul t de n-1 égale b plus t fois t de n-2. Ainsi de suite. Et j'avance. Donc, j'aurai 2 fois b plus t de n-2. Pour t de n-2, je calcule son temps de calcul qui dépend de t de n-3, n'est-ce pas? Donc, t de n-2
J'utilise toujours cette formule, d'accord, par récurrence pour essayer de trouver une formule générale pour le calcul de la complexité de cette fonction qui est factorielle. Donc ici, Vous pouvez accepter les retardataires. bien sûr, il y en a encore. Vous me faites la remarque parce que quand je lance le diaporama, je ne vois pas ceux qui demandent d'être acceptés. Des fois, j'entends le bip et des fois, non. D'accord? Alors, je reprends. Voilà. Donc, t de n dépend de t de n-2. Je vais utiliser cette formule pour calculer le temps de calcul de manière générale. Donc, je remplace t de n-1 par b plus t de n-2. Donc, t de n-2 dépend aussi du temps de calcul de t de n-3. Donc, je remplace t de n-2 par b plus t de n-3. Après, j'aurai 3b plus t de n-3, ainsi de suite. Donc, à l'ordre i, j'aurai i fois b plus t de n-i, n'est-ce pas? Maintenant, pour arriver à n, alors, ib est donc égal à ib plus, si je remplace n-i par n-i moins 1, donc j'aurai ib plus b plus t de n-i plus 1. Parce que ici, moins i moins 1, donc ça devient moins i plus 1. N'est-ce pas? Après, donc, si i égale à n, j'aurai n moins 1 fois b plus t de n moins n plus 1. Et donc, j'aurai n fois b moins b plus t de 1. Et dans ce cas, j'aurai t de n égale n fois b moins b plus a. Si n égale à 1, donc j'aurai une constante. D'accord? Et dans ce cas, je prends le terme le plus significatif, le maximum, qui est n. D'accord? Donc, et dans ce cas, la complexité de la fonction fact, elle est de l'ordre de n. D'accord? Maintenant, donc, pour déterminer la complexité d'une fonction récursive, il faut se baser sur une fonction, sur une équation de récurrence qu'on définit, qui dépend de la fonction. D'accord? Elle dépend de la fonction. Il n'y a pas une règle précise. Elle dépend de la fonction que vous avez écrite. D'accord? Donc, je définis une relation de récurrence et je calcule jusqu'à ce que je détermine une fonction, une valeur générale par rapport à la fonction. Maintenant, on va parler du principe de diviser pour régner, pour aboutir au théorème, au fameux théorème, master théorème, d'accord, qui permet de calculer la complexité des fonctions récursives avec le principe diviser pour régner. Donc, c'est quoi ce principe-là? Alors, il consiste à spécifier la solution du problème en fonction de la ou des solutions d'un ou de plusieurs sous-problèmes plus simples, mais traités de façon récursive. Le paradigme divisé pour régner parcourt 3 étapes à chaque appel récursif, à savoir diviser. Donc, le problème en un certain nombre de sous-problèmes de taille moindre. Ensuite, régner sur les sous-problèmes en les résolvant d'une façon récursive ou directement si la taille d'un sous-problème est assez réduite. Et la troisième étape, c'est de combiner les solutions des sous-problèmes en une seule solution globale pour le problème initial. Donc, le principe diviser pour régner se base sur 3 étapes. La première étape, qui est diviser, qui consiste à diviser le problème en un certain nombre de sous-problèmes de taille moindre. Régner sur les sous-problèmes en les résolvant d'une façon récursive. Je dis bien d'une façon récursive. Ou bien, directement, c'est la taille. Si la taille d'un sous-problème est assez réduite. Et puis, la troisième étape qui est de combiner les solutions des sous-problèmes en une solution globale pour le problème initial. D'accord? Maintenant, pour la formule de complexité, alors le temps d'exécution d'un algorithme divisé pour régner se décompose suivant les 3 étapes du paradigme de base.
La première étape qu'on a dit, c'est l'étape de division, qui permet de diviser le problème en sous-problèmes. Donc, on va connaître la taille de chaque problème initial. On va supposer que D de n, c'est le temps nécessaire à la division du problème en sous-problème. D de n. Après, régner, soit A fois T de n sur B, le temps de résolution des A sous-problèmes. C'est-à-dire, j'ai divisé mon problème initial en A sous-problème. Et A fois T de n sur B, c'est le temps de résolution de ces A sous-problèmes. Après, combiner, donc soit C de n, le temps nécessaire pour construire la solution finale à partir des solutions au sous-problème. D'accord? Finalement, donc le temps d'exécution global de l'algorithme est T de n égale A fois T de n sur B plus D de n plus C de n. Donc, soit Fn, la fonction qui regroupe D de n et C de n. T de n est alors défini par T de n égale A fois T de n sur B plus Fn. Donc, ce fameux A représente le nombre de sous-problèmes. Et A fois T de n sur B, c'est le temps de calcul nécessaire pour chaque sous-problème. Et Fn représente le temps de calcul de l'étape diviser le problème en sous-problème, plus la combinaison de toutes les sous-solutions en une seule solution globale. D'accord? Donc, avec ça, donc on va parler maintenant du master théorème. Donc, avec ça, on a su ce que ça veut dire A, ce que ça veut dire T de n sur B, etc. Et ce que ça veut dire cette écriture, O de n puissance 2. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter, d'accord? Donc, ça, c'est un exemple de recherche du maximum dans un tableau, avec une solution récursive, bien sûr, avec le principe diviser pour régner. Donc, ici, si l'indice de début égale l'indice de fin, alors je retourne l'indice de début. D'accord? Sinon, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la division du problème en deux sous-problèmes. Sinon, alors ça, c'est la fin, c'est-à-dire j'arrive à la fin de mon tableau, d'accord? Et je retourne l'indice du maximum. D'accord? Donc, ici, je divise mon problème sur deux sous-problèmes. Donc, je prends la moitié de mon tableau, le milieu, qui est égal. Donc, je définis une variable m. J'ai oublié de la déclarer. D'accord? Donc, m reçoit et début plus et fin sur 2. Division du problème en deux sous-problèmes. Après, K1, je fais appel à la fonction max avec tab, l'indice de début et m, c'est-à-dire sur la première moitié. Donc, ça, la division se fait en ordre de 1 parce que je prends l'indice de début plus l'indice de fin sur 2. Donc, ici, il y a uniquement des opérations élémentaires qui ne dépendent pas de n. Et dans ce cas, l'exécution, plutôt la division, se fait en ordre de 1. Après, régner sur le premier sous-problème. Regardez bien, je prends la première moitié de l'indice du début jusqu'au milieu. Donc ici, cette étape, régner sur le premier sous-problème. Elle se fait en combien de temps, à votre avis? Elle se fait en ordre de T de n sur 2, parce que j'ai divisé le tableau sur 2. D'accord? La deuxième moitié aussi. T de n sur 2. Le deuxième sous-problème se fait aussi en ordre de T de n sur 2. Voilà. Après, viendra l'étape combiner les solutions. Donc, cette instruction permet de diviser le problème qui se fait en ordre de 1. Après, le problème est divisé sur 2. Donc, je regarde chaque sous-problème, le temps de calcul qu'il lui faut. Premier sous-problème, c'est T de n sur 2. Deuxième sous-problème, T de n sur 2. Après, la troisième étape qui permet de combiner les solutions. Donc, ici, je combine les solutions comment? En testant uniquement K1 par rapport à l'indice K1 et l'indice K2. Donc, si table de K1 est supérieure à table de K2, alors retournez K1.
Sinon, retournez K2. Ici, la combinaison des solutions ne dépend pas du tout de la variable globale n. Donc, c'est des simples opérations de base qui se font en ordre de 1. Et dans ce cas, comment peut-on calculer la complexité? Donc, je vais assembler tous ces temps de calcul. Alors, j'ai deux sous-problèmes. Donc, A égale à 2. Donc, 2 fois T de n sur 2. Après, plus le temps de division qui est de l'ordre de 1 et le temps de combiner les solutions qui est de l'ordre de 1. Donc, plus O de 1. N'est-ce pas? Après, si j'applique le théorème, le master théorème, Madame, oui, K2, c'est un indice ou là c'est un nombre? comment? K2 et K1, c'est des indices ou là c'est des nombres? Voilà, K2. Oui, c'est les indices de tableau, d'accord. K1, regarde bien, c'est le max, parce que la fonction, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne un indice, elle ne retourne pas la valeur, d'accord? Elle retourne l'indice. Ça veut dire que vous ne retournez pas l'indice, vous retournez la valeur. K1 égale max tab Elle id. retourne l'indice qui contient la valeur maximale dans le tableau. D'accord? On peut la changer pour qu'elle retourne la valeur. Hein? D'accord. Donc ici, au lieu de retourner K1, je retourne table de K1. Et là, je retourne table de K2. Et là, je retourne table de IDEB et début. D'accord? C'est-à-dire, j'arrive à la fin et j'arrive à la fin de mon tableau et ça veut dire que j'ai trouvé la valeur maximale. J'ai parcouru tout le tableau, je récupère la valeur maximale. D'accord? Donc, bien sûr, ici, l'indice de début change. D'accord? Il change. Parfois, il est l'indice de début, parfois, il est à partir de n plus 1. D'accord? Tout dépend de la fonction qu'on appelle. Est-ce qu'on va appeler la première moitié ou bien la deuxième moitié? D'accord? Donc, ici, si je reviens ici pour appliquer le master théorème, regardez bien, la deuxième partie, elle est dans l'ordre de 1. Ça veut dire que D égale à 0, n'est-ce pas? A égale 2 et B égale 2. Et dans ce cas, log B de A égale 1. Alors, D égale 0. Ça veut dire que je suis dans ce cas. D inférieur à log B de A. Log B de A, c'est 1 et D égale 0, donc D inférieur. Et dans ce cas, je prends cette, comment dirais-je, cette valeur pour le temps de calcul, donc qui est de l'ordre de n log BA. Log BA, c'est un 1, et donc le temps d'exécution de cette fonction est de l'ordre de n. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, le master théorème? Oui. Là aussi, j'ai remarqué que vous avez des problèmes avec le merge sort ou bien le tri par fusion. Comment on calcule? Donc ici, alors, j'ai essayé d'appliquer ce théorème sur ce principe, de diviser sur le principe de trait par fusion, donc qui se base aussi sur le principe de diviser pour régner. Parce que le trait par fusion, c'est quoi réellement? Je divise le problème initial sur 2. Après, chaque sous-problème, je peux le diviser aussi sur 2. Donc, réellement, j'aurai plusieurs sous-tableaux que je dois, comment dirais-je, que je dois trier. Après, je rassemble toutes les solutions. Donc, diviser. Alors, je calcule le milieu du tableau. Donc, nous avons un coût constant qui est en général de l'ordre de 1. Après, régner, on résout des sous-problèmes récursivement de taille n sur 2. Par hypothèse sur n, nous avons un temps d'exécution en ordre de 2 fois t sur 2t de n sur 2, comme tout à l'heure. Par contre, pour combiner les solutions, donc par la remarque précédente, on a C de n égale O de n. Ici, ou bien Fn, je l'ai noté tout à l'heure Fn, parce que C de n égale Fn égale C de n plus D de n. D de n, elle est de l'ordre de 1. Je divise le premier problème sur 2. D'accord? 2 sous-problèmes. Après, je trie la première moitié du tableau. Ensuite, je trie la deuxième moitié du tableau. Après, pour combiner toutes les solutions, regardez bien combien je combine. Je combine combien? N éléments, n'est-ce pas?
réellement, les deux moitiés, n sur 2 plus n sur 2, c'est n éléments. D'accord? C'est pour ça que, ici, pour combiner toutes les solutions précédentes, la combinaison se fait en ordre de n parce que j'ai n éléments. Tout à l'heure, avec la recherche du maximum, pour combiner les solutions, la combinaison se fait avec deux tests, ainsi et ainsi non. D'accord? Les tests ne dépendent pas de n. Par contre, pour combiner, pour trier la totalité de mon tableau, pour combiner les deux parties qui sont déjà triées en une seule, là, je suis obligée de parcourir les n valeurs. D'accord? Alors, dans ce cas, on obtient quoi? On obtient cette expression. Alors, T de n égale à K, qui est une constante, si n égale 1, ou bien T fois 2 fois T de n sur 2, c'est n supérieur à 1. Donc, le master théorème nous donne alors la complexité dans le pire cas suivant. Alors, A égale 2, B égale 2, dans ce cas, A égale 2, B égale 2, et D égale à combien? D égale 1, d'accord? D égale 1, donc elle est égale à log B de A, ce qui veut dire que la complexité, elle est de l'ordre de n log n. Parce que ici, D égale log B de A, et donc, il y en a une complexité de l'ordre de n puissance D log n. D'accord? D étant égal à 1, donc j'aurai une complexité de l'ordre de n log n. Est-ce que vous avez compris maintenant comment on applique le master théorème? Parce que j'ai l'impression que vous avez peur de ce théorème. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, j'ai essayé de l'appliquer sur deux problèmes. Maintenant, je vais passer à la série d'exercices. On a passé beaucoup de temps sur ça. Mais l'essentiel, fait le faïda. Alors, je voudrais vous demander une séance supplémentaire, s'il vous plaît. Demain, est-ce que c'est possible qu'on programme une séance supplémentaire? Dites-moi à quelle heure vous êtes libre. Madame, c'est délégué parce que chaque jour. Les délégués, il ne m'a pas encore répondu. Il a dit qu'il va me donner un créneau, mais il ne m'a pas encore répondu. Donc, dis donc, Lolo. Et voilà. D'accord. Alors, premier exercice, on vous demande d'écrire les actions récursives suivantes. Première, là, on va juste s'habituer à écrire comment déterminer quand est-ce j'arrête l'appel récursif et comment se fait, etc., l'exécution. Parce que quand il y a une différence entre une récursivité terminale et une récursivité non terminale. Je ne sais pas si le chargé de cours vous a déjà parlé de ça, mais vous allez mieux comprendre avec les exercices, d'accord? Donc, alors, première fonction, calculer la somme des n premiers entiers naturels pairs. Si on a n égale 5, par exemple, donc les 5 premiers nombres pairs sont 0, 2, 4, 6, 8, 10. 8. Donc, on va s'arrêter à 8. 5 premiers nombres naturels pairs. D'accord? Donc, alors, j'ai rédigé la solution. D'habitude, je rédige la solution avec les étudiants, mais comme ça me prend énormément du temps et comme on est limité par une seule séance de 1 heure par semaine, donc je vois qu'on est vraiment, on n'a pas le temps, d'accord? D'habitude, l'année passée, c'était 2 séances par semaine, surtout avec les premières années. Hein. En algo, ils avaient 2 séances par semaine. Mais cette année, une seule séance avec 1 heure. Au moins, si c'était des séances de 1 heure et demie. Hein. Bref, bon. Donc, pour calculer, de quoi on a besoin? On a besoin d'abord d'écrire la fonction. Alors, pour écrire la fonction, on a besoin d'une variable de contrôle, n. Dans ce cas, c'est n, notre variable de contrôle. N qui est de type entier et qui retourne un entier, n'est-ce pas? Après, comment procéder? Si n égale 0, je retourne. Ça, c'est le cas trivial, c'est-à-dire l'arrêt de l'auto-imbrication. C'est le cas trivial. On commence toujours dans une fonction récursive par les cas triviaux. D'accord? On commence toujours par les cas triviaux. Après, sinon,
qu'est-ce que je retourne? Qu'est-ce que je retourne? Là, je veux calculer la somme des n premiers entiers naturels pairs. Donc, je 2 retourne. plus. Voilà. Le nème élément pair plus le prochain. D'accord? Donc, retournez 2 fois n-1 plus 100 paires de n-1. Là, vous allez me dire pourquoi, madame, n-1? Parce qu'on commence de 0. Voilà, parce que les nombres pairs commencent à partir de 0. Ceci, fin de ma fonction. Là, je vous ai rajouté un peu de déroulement. Alors, 100 paires de 5, si n égale 5. Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va me retourner? Elle va me retourner 2 fois n-1 plus 100 paires de n-1. Donc, 2 fois n-1, c'est-à-dire 8, 2 fois 4, ça me donne 8, plus 100 paires de 4. Ensuite, 100 paires de 4 va me retourner 2 fois 3 plus 100 paires de 3, donc qui est 6. Après, 100 paires de 3 va me retourner 100 paires de 4 plus 100 paires de 2. 100 paires de 2 va me retourner 2 fois n-1 qui est égal à 2 plus 100 paires de 1. Après, 100 paires de 1 va me retourner 2 fois 0 qui est 0 plus 100 paires de 0. Et là, j'arrive au cas trivial où n égale à 0. Et dans ce cas, maintenant, arrêt des appels récursifs. Après, le résultat, c'est quoi? Donc, les retours, on a dit que les retours se font toujours dans l'ordre inverse. Donc, je regarde d'abord le retour de 0, 100 paires de 0, qui est 0. 100 paires de 1, qui est 0 aussi, plus 100 paires de 2, qui est 2. 100 paires de 3, qui est 4. 100 paires de 4, qui est 6. 100 paires de 5, qui est 8. Donc, la totalité, j'aurai 20. D'accord? Donc, le retour se fait toujours dans l'ordre inverse. D'accord? C'est pour ça que je vous ai parlé de contexte, de la sauvegarde du contexte, etc. lors des appels récursifs. Donc, je sauvegarde toujours les paramètres locaux plus les instructions qui suivent l'appel. D'accord? Donc, ici, on n'a pas d'instruction après l'appel, mais on a les paramètres locaux et les calculs déjà faits, comme ici, 2 fois n-1 plus l'appel avec la nouvelle valeur de n. D'accord? Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, je passe à la deuxième fonction. Oui. Très bien. Maintenant, la deuxième fonction, on vous demande d'afficher les n premiers entiers naturels impairs par ordre croissant. Les n premiers entiers naturels impairs par ordre croissant. Il faut comprendre, ça veut dire quoi l'ordre croissant? Ça veut dire du plus petit au plus grand, n'est-ce pas? Donc, quand est-ce que je commence l'affichage? Je commence l'affichage avant l'appel ou après l'appel? Après l'appel. Regardez bien. Alors, c'est une procédure qui permet d'afficher les entiers naturels impairs. Alors, cette procédure possède Avant l'appel. un entier. Alors, si n est différent de 0, qu'est-ce que je fais? Je fais appel. D'accord? Parce qu'il s'agit d'un ordre croissant. Si c'était un ordre décroissant, j'affiche d'abord, ensuite je fais appel. N'est-ce pas? Oui. Affichage croissant, donc tous les appels après l'affichage au retour. Récursivité non terminale. Donc ici, je fais appel d'abord pour afficher, je fais appel à la même procédure avec n-1. Après, j'appelle l'instruction écrire 2 fois n-1. Pourquoi 2 fois n-1? Si j'ai n égale 5, les 5 premiers entiers naturels impairs sont 1, 3, 5, 7 et 9. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce fameux moins 1. Donc, le premier et le dernier affichage sera 9, n'est-ce pas? Donc, pour un ordre décroissant, on écrit d'abord
après, on fait appel à la procédure affichage. Donc, il s'agit d'une récursivité terminale. Donc, récursivité terminale, c'est-à-dire il n'y a pas d'instruction après l'appel. Récursivité non terminale, c'est-à-dire il y a des instructions à exécuter après l'appel. On les exécute au retour, d'accord? Au retour, on les exécute. Donc, pour chaque instruction qui suit l'appel, on l'exécute au retour. Là, par exemple, quand j'arrive, alors ici, si n est différent de 0, je fais appel. D'accord? Je fais appel à la même procédure. Donc, je n'exécute pas cette instruction jusqu'à ce que n soit égal à 0. Si n égale à 0, qu'est-ce que je vais faire? N différent de 0. Donc, je m'arrête à combien? N égale à 1. D'accord? N égale à 1 parce que ici, je soustrais moins 1. D'accord? Dans ce cas, N moins 1 moins 1, c'est 0. D'accord? Et donc, N égale 0. Après, qu'est-ce que je vais faire? Dans ce cas, je vais écrire N moins 1, n'est-ce pas? Deux fois N. Normalement, 2 fois N moins 1 entre parenthèses. Entre parenthèses, d'accord? لا مادام كنحبو يقعد امبير لازم نديرو هكذا 2 fois n moins 1. Eh, si N égale à 0, خلاص 2 fois 0. 0 moins 1. Il va nous afficher moins 1. Normalement, la dernière valeur, c'est 1. C'est 1, oui. On change la condition. دونك لازم نبداو n من 1 ما نبداوش من 0. La condition نرجعها N différent de 1. n نبداو من 1 ما نبداوش من 0. نبداوها من 1. D'accord? Parce Oui. que les nombres impairs commencent à partir. Voilà. Et vous voyez, donc si n est différent de 1, j'affiche à la fin. Donc, c'est lorsque n égale à 1, donc je sors de la boucle, plutôt, je ne fais pas appel, et je vais écrire 2 fois 1 moins 1 qui veut dire 1. Après, je retourne vers le niveau précédent avec n égale 2 et j'affiche aussi 2 fois 2 qui est égal à 4 moins 1, ça veut dire 3. D'accord? Donc, ici, après les appels, au retour, j'exécute les instructions qui suivent l'appel. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit que la pile est la meilleure structure pour une fonction récursive. Très bien. Troisième fonction, afficher les n premiers entiers naturels multiples de 3 par ordre décroissant. Dans ce cas, l'ordre, tout à l'heure, on a utilisé aussi l'ordre décroissant. Là aussi, on va utiliser un ordre décroissant. Donc, on fait d'abord appel décroissant. Attendez. Ah oui, pardon. Décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. D'accord? Madame, Oui. madame, la fonction اللي قبلها ما فهمتهاش مليح. Vous pouvez dérouler. Eh, bien sûr. Alors, ici, on nous demande d'afficher les n premiers entiers naturels impairs par ordre croissant. Ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. D'accord? Oui, oui. Plus petit au plus grand. Donc, je fais d'abord appel à la fonction et au retour, quand j'arrive à la fin des appels, au retour, je commence à écrire. D'accord? Donc, le dernier appel, c'est pour n égale 2. N'est-ce pas? Parce que si n est différent de 1, je fais appel à la procédure. D'accord? Donc, je fais appel à la procédure avec n moins 1. Après, j'arrive ici, je trouve que n est différent, n égale à 1 à la fin, le dernier appel, n égale à 1. Donc, je ne fais pas appel, je n'exécute pas ce qui est à l'intérieur de ci.
Par contre, je vais exécuter l'instruction qui suit l'appel. D'accord? Donc, ici, c'est l'arrêt des appels avec n égale 1. Et donc, je vais exécuter au retour, écrire 2 fois n moins 1. On a n égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? D'abord, on va écrire au dernier niveau de l'appel, on va écrire 2 fois 1 moins 1 qui est 1. Après, le deuxième niveau d'appel, on remonte parce que les retours, on exécute la suite des instructions au retour. Au niveau n-1, d'accord, ou n-2, qu'est-ce que je vais afficher? C'est-à-dire n égale 2, n'est-ce pas? N égale 2, je vais afficher quoi? 2 fois 2 moins 1, c'est-à-dire 3. مادام تما زدنا واحد من عندنا ولا كي تطفي شي الاخر يتزاد. لا شوف هنا باسكو ما جبت لكمش لو ديرولمون هنا باغ اكزومبل هنا جي راجوتي لو ديرولمون هاوليك لو ديرولمون دونك ici par exemple هنايا je fais appel في البروغرام principal à 100 paires de 5 ومن بعد 100 paires de 5 واش كاين si n égale 0 je retourne 0 هنا cas trivial d'accord sinon qu'est-ce que je retourne 2 fois n moins 1 plus l'appel à la fonction avec n moins 1 d'accord 2 fois n moins 1 c'est 2 fois 4 c'est 8 plus 100 paires de 4 d'accord donc les appels se font dans cet ordre هكذا كما راك تشوفيهم Mais madame, هنا c'est des niveaux madame, oui qui dit que condition n'égale pas à 1, راح يبدا لي ah tu parles de la condition ou là du fonctionnement de cette fonction récursive Non, أنا هو عنده question أنا عندي question. ah c'est deux étudiants différents oui Oui. وي ديفيرون. كي نديرو la condition n'égale pas à 1 راح يبدا لي من le 3. oui هنايا alors on va dérouler pour n égale 5 pour voir si la condition est correcte alors, au départ j'ai mis n différent de 0 d'accord j'ai mis n différent de 0 maintenant on va بدلناها n différent de 1 parce que لقيت il affiche moins 1 d'accord وكي تكون non, pardon. Oui. غلطتوني. C'est n différent de 0, d'accord? Parce que tout ça est à l'intérieur de si. Regardez bien, écrire 2 fois n moins 1, راهي داخل le si. D'accord? Oui, كي تكون différent de 1 يولي ما يكتبلكش n égale à 0. C'est-à-dire que c'est bon, c'est la fin des appels. بعد نولي le retour. Je dépile les appels déjà sauvegardés. D'accord? Quand je dépile, Madame, je vais exécuter les instructions qui suivent les appels, oui. pour n est égal à 1, on va appeler la On va affiche appeler la impair Voilà. pour la valeur de 0. Ça pose pas de problème. Affiche 0. On va l'appeler Oui. avec affiche imprimée croissant 0. D'accord? On bête affiche de 0. Je teste, je trouve que n égale à 0. Donc, c'est bon, c'est la fin des appels. D'accord? Donc, je ne vais pas appeler pour... elle ne va rien faire parce que le si, qui te trouve le si, je vais le si. D'accord? Donc, elle ne va rien faire. D'accord, madame, merci. D'accord? Parce que si, alors, fin si. Regardez bien, fin si. Madame. Après l'instruction écrire. Oui. هاد لا فونكسيون ما ديرش حتى الان حتى 2 فوا 1 Bien sûr, parce que on ne va pas afficher, regardez bien, afficher les n premiers entiers naturels impairs par ordre croissant. N entiers. Mais les n nombres, d'accord? Les n premiers entiers naturels impairs. Si je vous dis par exemple n égale 5, laisse-moi t'afficher les 5 entiers impairs. d'accord oui merci madame. D'accord. Et les autres, c'est bon? Celui qui m'a posé sur la question sur le fonctionnement. En quelque sorte, madame. لا لا عندك دي دوت je reprends. شوية غير في هادي ماكسيموم فهمت الأخرى لا كي دير غوتو وتزيد لنا مي في هادي تاع افيشاج ان موزان اوسي هادي لو ديرني ابل affiche de 0 ما يدير والو affiche de 0 باسكو ما يدخلش في لا كونديسيون سي داكور اها يدير والو من بعد نولي الغوتور كاين افيش دو 0 هو لو ديرني ابل بعد نبدا نديبيلي بالواحد نديبيلي داكور جو ديبيل affiche de 1
واش فيها comme instruction après l'appel واش دير elle va m'afficher 2 fois 1 moins 1 t'afficher les 1 ما واحد ومن بعد نعاود نولي affiche de 2 واش t'afficher لي 2 fois 2 moins 1 t'afficher les 3 après affiche de 4 n'est-ce pas on y affiche de 4 oui affiche 3 بعد affiche de 4 affiche de 4 qu'est-ce qu'elle va m'afficher 2 fois 4 6 8 moins 1 t'afficher les 7 بعد نولي l'appel initial اللي كان في المين وبيان في l'algorithme اللي هو affiche de 5 d'accord affiche de 5 qu'est-ce qu'elle va m'afficher 2 fois 5 moins 1 t'afficher les 9 et avec ça j'ai affiché 1 3 5 7 et 9 j'ai affiché 5 nombres naturels impairs. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. على بالكم باسكو ما درتوش هذه لا بارتي في الكور سي بور سا جاتكم ان بو ديفيسيل هذا هو لو فونكسيونمون دو لا ريكورسيفيتي دونك جو sauvegarde les appels dans une pile c'est pour ça لازم il faut sauvegarder les appels dans une pile qu'est-ce que je sauvegarde toujours les paramètres de l'appel et l'instruction qui suit l'appel dans chaque niveau d'accord donc l'instruction qui suit l'appel شنو هي écrire que je vais exécuter les retours quand je reviens les retours j'exécute ce qui suit l'appel, d'accord? Ok, madame, merci. De rien. Donc, pour un ordre décroissant, là, il faut d'abord, on écrit d'abord, après on fait appel à la procédure affichette. Parce qu'un ordre décroissant, c'est-à-dire نبدأ بالكبير للصغير. Donc, j'affiche d'abord le grand N, ensuite je fais appel à la procédure. D'accord? Là, c'est une récursivité terminale, c'est-à-dire il n'y a pas d'instruction après l'appel. D'accord? Donc, la troisième, toujours avec l'affichage, afficher les n premiers entiers naturels multiples de 3 par ordre décroissant. Là, qu'est-ce que je fais pour l'affichage? Un ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand vers le plus petit. Donc, j'affiche d'abord, ensuite, je fais appel. D'accord? Donc, multiples de 3. Les entiers naturels multiples de 3, les n premiers, donc le même principe que tout à l'heure, sauf que je vais afficher les multiples de 3. D'accord? Donc, si n différent de 0, alors écrire 3 fois n moins 1. Multiple de 3, bien sûr, je commence à partir de 0. C'est pour ça que j'ai mis ici moins 1. D'accord? Donc, après, je fais appel à la même procédure avec n moins 1, avec le paramètre n-1 pour finir la récursivité ou bien finir les appels imbriqués, fin si, fin. D'accord? Donc, c'est important. Regardez bien si et fin si. Donc, si vous voyez ça, ça ne veut pas dire que, comme tout à l'heure là, par exemple, vous voyez affiche croissant, ensuite écrire. Donc, CN, il faut voir que cette instruction est incluse dans le bloc si, fin si. D'accord? Donc, elle appartient à cette condition. C'est pour ça que tout à l'heure, ça nous a induit en erreur. Le cas où n est égal à 1. D'accord? Donc, ici, il faut faire attention parce que le bloc si, fin si, contient deux instructions. L'appel à la fonction, à la procédure, plus écrire. L'instruction écrire. Donc, ici, c'est le même principe, sauf que ici, on va afficher d'abord, ensuite, on va faire appel parce qu'il s'agit d'un ordre décroissant. J'écris, ensuite, je fais appel. D'accord? Donc, au retour, il n'y a pas d'instruction à exécuter. Donc, l'affichage est déjà fait. D'accord? Donc, c'est une récursivité, on l'appelle une récursivité terminale. Je continue. Qu'est-ce que vous avez maintenant? Je peux continuer. Madame, on a cours ta logique, donc. S'il vous plaît, donnez-moi un créneau. Au moins... Oui, madame, en fait, le délégué قال لك راهو entrage et c'est pour ça ما قدرش يرجع لك قال لك après نشوف لك un créneau. خلاص قولي لي شوف لي un créneau si c'est possible demain sinon samedi vous êtes libre le samedi ou là ça vous arrange pas le samedi